Bonjour à toutes et à tous, BNR Community, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi, comme vous le savez, et le jeudi c'est Work and Rise. Work and Rise qui met donc en avant les professionnels du monde du basketball et au-delà du monde du sport. Donc Work and Rise, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, BNR Community, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, petit changement de décor, même endroit, mais à disposition un peu différente. Différente comme l'invité que nous recevons. Dans le cadre donc de Work and Rise, c'est la première dans ce cadre et la première pour cet invité qui, il me semble, n'a pas fait d'interview. Donc je crois que c'est la première de 2021. Karim, tu me corriges, hein. Si Effectivement, c'est ça. Je crois que c'est une exclue, là. Là, c'est une exclue, là. Tu m'as sorti du terrier. Donc, sans plus attendre, je vous présente Karim Lobsens, entrepreneur aguerri, ancien joueur de basket semi-pro, notamment au club du Mai. Donc, je vais le laisser se présenter. Karim, dis-nous qui tu es. Karim Lobsens, c'est le surnom, c'est le nickname, mais aujourd'hui, on va dire, c'est le nom aussi de ma structure. Tout à fait. On a officialisé plus ou moins le nom qui était un surnom à travers toute l'expérience qu'on a fait à travers l'événementiel et autres. Et aujourd'hui, c'est le nom de mon centre de formation. D'accord. Donc voilà. Je peux te dire plein de choses à travers, on commence par le basket, par le job, comment tu veux. Ben écoute, qui es-tu? Les autres questions sont prévues. Ah, ok. Donc tu peux dérouler. Voilà, donc en fait, Karim, passionné de sport, passionné de basket. À la base. Depuis la primaire. Depuis la primaire. Au fur et à mesure, cette passion pour le basket s'est agrandie, toujours en équilibre avec le foot, mais le foot, faut jouer dehors. Pas évident. Pas évident. Et bon, plus jeune, j'étais très nerveux. D'accord. Et au foot, quand tu prenais un tacle, si l'arbitre il intervient pas, ça peut démarrer vite. Compliqué. Okay. Le basket, chaque contact était sifflé, donc on va dire c'était un peu plus safe façon de parler, même si bon, ça reste physique, hein, comme on le sait tous. Mais voilà, je me suis orienté vers le basket. Voilà, j'ai trouvé que les règles me parlaient plus et me correspondaient plus en fait à ce moment-là. Donc et puis voilà, c'est comme ça que j'ai évolué au fil des années. J'ai commencé en club très tard. Je sais même plus. Enfin, quand je dis très tard, c'était. Tu commençais en minime, deuxième année minime, un truc comme ça. Ouais, à peu près comme moi, ouais. Minime, bon après cadet, bon qu'on commence le basket, à la base on jouait dehors. Hein. C'est clair. On joue dehors. C'est là qu'on a appris les gammes. C'est là qu'on apprend les gammes. Ah, ouais. On joue dehors, puis après on rentre dans un cadre d'un club, c'est complètement différent. Donc on apprend à avoir les règles, donc puis au fur et à mesure on monte les échelons, cadet ça devient sérieux, on gagne un peu tout ce qui peut se gagner, on est dans les équipes 2 parce qu'évidemment quand on arrive entre parenthèses de la street, on n'a pas, c'est pas le basket académique, clairement pas. On prend le temps d'apprendre les gammes au fur et à mesure, mais bon, même si on est dans l'équipe 2, on fait tout ce qu'il faut et il y a un coach à l'époque qui nous reprend, Billy, un ancien international sénégalais. D'accord. Billy Doudou-Niang, et c'est lui un peu qui nous met en avant. Et le basket, j'ai commencé dans le nord. Ok. Dans le nord de la France. Donc, où c'est basket très académique. Là-bas, on apprend vraiment, c'est très tactique, très shoot, voilà. Nous, on arrive avec notre fougue de la street. Ouais. Donc forcément, on amène autre chose. Mais Billy, justement, il arrive à nous donner les gammes et nous donner quelque peu les règles.
Donc voilà, au fur et à mesure, on explose. Comme au niveau athlétique, on était, voilà, ça sautait déjà partout, là, voilà, ça courait, exactement. tout ça. Ce que les autres n'avaient pas forcément. Ouais. Donc l'équipe 2 que nous étions, on est devenu l'équipe 1. D'accord. Ok. Donc, on est monté au fur et à mesure, on a tout gagné, on gagnait tout. Et il y a un match qui a été, on va dire, déterminant. Dans le sens où on jouait un match de coupe, Ouais. et on jouait contre l'une des meilleures équipes de la région du Nord. Ok. Et ce match-là, à la mi-temps, on les tape, ça fait 20 points. On leur met plus 20. 20 points à la mi-temps. 20 points à la mi-temps. Donc déjà, large avance, ok. Large avance. Donc tu te dis, voilà. On reste quand même dans un contexte où c'est dans le Nord. Ouais. On va pas se mentir, hein, le racisme y est probant. Ouais. Donc ils ont tout fait pour, Les ch'tis, pour nous... ils peuvent ne pas être commodes de Voilà, temps en temps. pour nous déstabiliser à ce moment-là. Et ils ont réussi, parce que notre coach, il a pété les plombs. Il a pété les plombs, ouais. Et ça termine en bagarre générale. Carrément. Ah ouais, hein. Ah, c'est parti, hein. Ah oui, non, c'est parti. Ça termine en bagarre générale. D'accord. Donc voilà, cette histoire, elle a fini au tribunal. Jusqu'au tribunal. Ah oui, non, ça a été super loin. Ça a été ouais, super là, loin. par contre, ça... Ouais. Ça a été super loin. Ça, j'étais pas au courant. Ça a été J'avoue, super là, loin. carrément. Ça a été super loin. Ça a été super loin. Bon, après... On a quand même eu gain de cause, entre parenthèses. À cette époque-là, il n'y a pas de réseaux sociaux, des personnes qui veulent filmer ça, pour prouver certaines choses. que, tout à fait. Donc voilà. Nous, on n'est que des enfants à ce moment-là. Donc, même si le racisme, c'est quelque chose qui est ancré quelque part, on sait que ça existe. Nos parents nous le disent, on le voit quand on est avec d'autres personnes. Quand tu le vis, c'est différent. On le vit, donc quelque part, voilà, c'est pas grave. C'est comme quand dans ta chaussure, là, t'as un petit caillou. Ouais, c'est pas grave, tu peux faire encore 100 mètres avec, tu l'enlèveras quand tu l'enlèveras. Donc on était dans cette dynamique-là. Mais voilà, le match, on l'a rejoué à huis clos. Plus tard, et on leur a mis 40 points. Ah là là. Ça, c'est de la vengeance. On leur a mis 40 points. Ça, c'est de la vengeance. Et puis bon, voilà, au fur et à mesure, on monte les échelons, on passe, on joue en région, ça devient hyper intéressant, on est décoré par la ville, ceci, cela, on est mis en lumière en fait. C'était intéressant parce que le basket, même si on va dire l'élite, parce que voilà, nos repères, ça reste la NBA, on sait très bien que voilà, c'est très afro au niveau du basket. Et quand tu es dans les régions comme ça, il n'y a pas cette représentation. La représentativité, elle n'y est pas. Faut vraiment passer un autre cap pour que tu puisses graver les échelons. Donc après, on est en senior. Et puis là, ça devient sérieux puisqu'on a déjà pro en cadet. Exactement. Donc là, ça commence, les téléphones commencent à sonner, on commence à nous dire oui, un tel, ceci, cela. Mais nous, ça reste un jeu. Donc on n'est pas dans ce truc de oui, est-ce qu'on va. Un tel, il doit partir, l'autre, il doit partir, ceci, il va être appelé pour changer de club. Ça parle de changer de club, ça parle de transfert, ce genre de trucs. On rigole à ce moment-là, il n'y a rien de sérieux. Donc après, à ce moment-là, quand je passe le cap pour aller en senior, je suis encore... à l'époque, il y avait encore les espoirs. Ok, ouais. Il y avait encore le cadre des espoirs. Donc je suis contacté par Bondy. Par Bondy pour jouer en espoir. Mais à ce moment-là, je crois qu'il me reste... parce que j'avais déjà fait une année j'étais en senior. Et je pense que ça commence à changer au niveau des règles. Je crois que les espoirs, ils les prennent beaucoup plus tôt. Ou je sais plus quoi. Enfin... En gros, il me restait peut-être 1 an et demi en espoir, une saison et demie. Donc soit j'avais ce choix-là, ou soit de pouvoir jouer en championnat de France, soit en National 3 ou autre. Donc bon, j'ai longtemps hésité entre parenthèses, mais ça reste encore un jeu. Je vois pas le côté professionnel entre parenthèses. Et toi, tu n'avais pas forcément cette envie de devenir fondamentalement basketteur pro et en vivre? Non, vraiment pas. Et après, je fais une petite anecdote, je fais un retour en arrière. Bien sûr, vas-y. En fait, quand on était petit, quand on était en primaire, la première fois qu'on a vraiment... on va dire, il y a des grands qui jouaient, mais ça nous attirait pas plus que ça. Comme nous, on jouait au foot, plus ou moins, on va dire. J'étais vraiment passionné par le foot. Et il y avait Tony Parker, son père, il jouait à Gravelines. Donc du coup, on jouait avec Tony, avec ses petits frères et tout. Il y avait sa mère qui était là. Mais sa mère, elle nous traumatisait. À ce point? C'était un truc de fou. Pour nous, c'est un jeu. Ouais. On jouait, quelqu'un loupait un panier. Même ma mère, je crois, elle m'avait jamais crié comme ça.
C'était un truc de malade. Donc, alors, en Quand fait... on voyait sa mère, on esquivait. On dit c'est pas la peine, on voulait aller jouer. Il y a Tony qui est parti jouer. Ah, vas-y, on y va et tout. Et quand on voyait sur le terrain, sa mère, elle arrivait, nous on partait. Carrément. Tony loupait un panier, il se faisait allumer. On disait, mais il doit se faire démonter. frapper chez lui. On disait, c'est un truc de fou, tout ça. Enfant battu, s'il rate On un disait, c'est sûr, panier, c'est un tout enfant ça. battu. Sa mère, elle lâchait pas. C'était abusé. Incroyable. C'était Donc, abusé. jusqu'à la maman. Alors, le papa, on n'a pas besoin de refaire le CV. Chicago Bulls, NBA, après un jour en France, etc. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que. Jusqu'à la maman mannequin, même ça, Ouais, c'était. ça amène l'aspect compétition, en fait. Compétition, on avait quoi? On avait 7-8 ans. 7-8 ans. Nous, on était traumatisés. J'ai dit, mais jamais de la vie, je joue au basket. Ça va aller. Ça m'intéresse Sans même moi, pas. oubliez-moi. Ça m'intéresse même pas. D'accord. Et puis, Incroyable. et nous, en grandissant, après, on voyait au fur et à mesure, parce qu'après, on n'avait pas non plus les réseaux sociaux, mais on entendait par-ci par-là. On commence à entendre parler de Tony. Ouais, le bouche à oreille. Ouais. Mais on se dit en fait c'est, enfin il y a pas de secret en fait parce que il y a pas de secret et on se dit voilà vu comment il a grandi. Dans la mesure où vous avez assisté au cadre dans lequel il a évolué, voilà. C'était sûr. De par son ambition, de ce qu'il voulait faire, lui il parlait d'NBA. Nous NBA, pour regarder les matchs à l'époque c'était assez compliqué. Voilà, fallait se connecter sur les chaînes allemandes. ZDF, on regardait les matchs. Ouais. Mais on a quand même pu regarder, enfin on était quand même à jour. Que ça soit, je passe du coq à l'âne, mais entre la culture basket plus le hip-hop, on était quand même à jour. Parce que quand aujourd'hui on regarde, c'est vrai, malgré tout, fin des années 80, début des années 90, on est à jour avec ce qui s'est fait. C'est vrai. Et là aujourd'hui, maintenant qu'on est en âge de pouvoir voyager, quand on rencontre des Américains, ben, on est toujours au même, on peut au niveau de la culture, on est au même point. Il y a forcément des petits détails sur lesquels ils ont pu avancer. Forcément. Mais on est, on est là-dedans. On est à point. On est à point. À la page, ouais. On était à la page. On était à la page. Donc ouais, comme tu disais, le basket, j'ai pas eu l'ambition de me dire oui, je veux percer absolument. J'ai percé dedans, non. Ça s'est fait naturellement, on va dire, au fur et à mesure des choses. Ah bah ouais, tu peux aller en espoir, ouais, pourquoi pas. Ouais, tu peux aller en National 3, pourquoi pas. Okay. Ah, il y a un petit chèque, ah pourquoi pas. Pourquoi pas. on va pas refuser. On va pas refuser. On va pas refuser. D'accord. On est là, on est quand même un peu dans l'école, voilà, on est dans d'autres trucs, mais bon, c'est basket, voilà. Et on fait pas attention, on le professionnalise pas, même si le cadre est professionnalisant, mais quand t'as pas l'ambition de faire les choses, tu vois pas le truc en fait. Après, ce qui est toujours intéressant, voilà, tu vois pas le côté rigueur, le côté. Ce qui est intéressant, c'est que en tête, t'as toujours, même tu te dis 15 ans, 20 ans après, t'as encore l'idée de ce que les parents de Tony lui ont inculqué et cette grinta qu'ils lui ont amené. Ouais. Après, tu commences à rencontrer d'autres personnes aussi, dans d'autres cadres, et on arrive à se retrouver, ne serait-ce que... Bon, après, du coup, moi, j'ai signé à Sarcelles après. Cette période-là, ok. Ouais. Je suis arrivé, j'ai signé à Sarcelles, et là, je redécouvre encore autre chose. Mais d'un côté, tu t'éclates parce que même si on se connaissait pas, mais voilà, on est réunis, la majorité, là, voilà, on doit dire le côté afro, c'était plutôt majoritaire. Présent, ouais. Et même si on n'a pas grandi ensemble, on a les mêmes codes. Sur certaines choses, enfin voilà, ne serait-ce que la musique, même l'amour du basket. Bien sûr. Après, ce qui était marrant, c'est tout. Par contre, là, c'était le cadre. Tout le cadre que j'avais, par exemple, en province où tu arrives à l'entraînement, tu as ta bouteille d'eau, des petits détails. Hein. Ouais, bien sûr. Mais là, il n'y a pas de tout ça. T'es plus dans ce cadre-là. Autant, basketement parlant, c'est autre chose. Là, ça se tape, t'as envie, tout ça. C'est rugueux, etc. C'est rugueux. Dès l'entraînement. Voilà, dès l'entraînement, ça se tape, tu rentres chez toi, tu saignes du nez. Enfin voilà, t'es là, t'as envie de Mais c'est le jeu. Et en fait, ça t'amène autre chose. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a éveillé autre chose chez moi. Parce que, après, voilà, les valeurs du sport, moi, je suis quelqu'un, le mot perdre, je le mets pas dans mon vocabulaire. On peut jouer une partie au Uno, peu importe. Si on joue, je suis pas là pour perdre. Clairement. Voilà, donc là, ouais, voilà. Donc à partir de ce moment-là, je rentre dans une autre dynamique. Même si ça arrive tard, mais je le prends quand même. Et au fur et à mesure du temps, en même temps, on progresse tous ensemble.
Donc voilà, je redécouvre, on va dire, le basket. Et puis ça s'enchaîne, et puis voilà, on gagne pas mal de choses, je rekiffe en fait. Là, je commence à kiffer. Mais le problème, ouais, je prends le plaisir. Mais après, évidemment, le basket, c'est le physique. Et évidemment, si tu respectes pas ton corps au niveau de l'alimentation, au niveau du temps de sommeil, au niveau de tout ça, il te le renvoie. Il te le renvoie. Donc après, voilà, tu manges à n'importe quelle heure, tu veux t'ambiancer du lundi au dimanche. Tu regardes les matchs NBA. Tu regardes les matchs NBA, tu vas aller bosser, tu veux tout ça. À un moment, voilà, le dos s'attire, sciatique, ce genre de choses. Et là, après, bon, pendant un an, tu marches en béquille. Après, pour revenir, tu luttes un peu. Mais bon, ça revient quand même assez vite. Donc, tu reprends du recul, mais bon, tu arrives quand même à rejouer en championnat de France, à bouger un peu partout. Donc, ouais, le kiff, toujours, le kiff. Mais pour dire que vraiment, peu importe le sport qu'on veut faire, il est important d'avoir cette rigueur. Et bah, après, être passionné, hein, quoi qu'on fasse, faut le faire parce qu'on a envie de le faire, sinon c'est pas la peine. Mais la maman de Tony, elle nous a traumatisés. Ah oui, ça, c'est un truc... c'est ancré. C'est ancré. Et c'est marrant parce que quand on se revoit, et puis ce qui est intéressant avec Tony, parce que je pense qu'en France, on ne mesure pas ce qu'il a fait au niveau du basket. Je sais pas, ça c'est très français. Le mec, il a quand même, si je ne me trompe pas, il a quand même 4 bagues. Il y a des Hall of Famers qui ont même pas de bague. Ils sont quand même Hall of Fame, il en a 4. Et vu tout ce qu'il a parcouru, c'est amplement mérité. Et il n'y a personne qui lui a donné. Et on a beau dire... on peut dire ce qu'on veut, mais voilà. Et le papa en NBA, ça aide, machin. Bon. Non, ouais, il n'y a pas tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est des choses qui sont revenues souvent, qu'on a entendues, qu'on entend. Ah non, il l'a volé à personne. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que quand on peut se recroiser, ben, c'est cool, quoi. On peut reparler de ce qu'on a vécu il y a 30 ans. Il est d'une humilité impressionnante. Et c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant. D'accord. Sur ce que Speakeasy, ton entité, t'apporte, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, qu'est-ce que Speakeasy? Speakeasy, en fait, initialement, c'est des business dating. Business dating. En fait, j'ai plus de 15 ans d'événementiel derrière moi. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai en parallèle le côté où j'étais pas sérieux au basket, c'est que j'étais tout le temps dehors. C'est vrai. Donc, je m'en souviens. Nightlife. J'ai de très bons souvenirs. Donc compliqué. On peut pas allier les deux, le monde de la nuit et s'entraîner. C'est pas jouable. C'est pas jouable. Donc du coup, bon voilà, j'ai fait un peu d'événementiel pendant un certain nombre de temps dans la vie parisienne et même un peu partout en Europe. Et du coup, comme j'avais envie d'une autre lecture au niveau de l'événementiel, parce qu'au début c'était très clubbing, je fais beaucoup de clubbing, mais à un moment voilà, je faisais du clubbing parce que ça m'amusait aussi de voir des gens s'amuser. À un moment, voilà, ça m'amuse plus. Enfin, tu passes à autre chose, t'as envie d'autre chose. Et en parallèle, je dirigeais des structures de personnes âgées. Et je dirigeais 4 structures de personnes âgées. Et la manière dont tu avances dans les relations, qui sont complètement différentes, parce que c'est très institutionnel, tu vois que pour les grandes décisions, en fait, elles se prenaient jamais lors d'une grande réunion où tu convoques telle ou telle personne. Oui, on va faire une réunion pour aller faire un deal. Non, tu vas à un vernissage, tu croises la directrice d'une grande institution, tu discutes avec elle, ça va, entre jus d'orange, champagne, petit four et tout. Et ça enchaîne. Ouais. Et tu dis oui, en ce moment je suis en train de refaire une cuisine pour développer, pour lutter un peu contre la dénutrition, tout ça. Donc je suis en train de refaire une cuisine pour que les gens puissent venir manger, les personnes isolées, tout ça. Elle me dit oui, combien vous avez besoin et tout. Là, il me manque 50 000 € pour le projet. Elle fait ok, envoyez-moi un mail lundi, tout ça. Je lui envoie un mail lundi, fin de semaine, la semaine d'après, elle m'a envoyé 30 000 €. Donc, alors que, voilà, tu vois,
Il y a Pas mal. Tu vois, c'est. Voilà. Tu vois, c'est. Ah ouais. Donc. À 20 000 € près, mais bon, on va pas faire les difficiles, tu vois ce que je veux Il me dire. manquait 50, à mon C'est dans clair. 30, c'est plus que la moitié. Voilà. Donc je prends, et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que effectivement, le capital social, tu le développes pas dans des trucs cadrés institutionnels. Donc je me dis, Speakeasy, voilà, l'idée, ça serait vraiment de mon capital événementiel, clubbing, fêtard, tout ça, tout ce qu'on veut. Il y a quand même la fibre entrepreneuriale derrière. Donc je me suis dit, ça serait bien de faire un petit mix des deux. Initialement, c'était ça, parce que la plupart des gens, après pas tous non plus, mais une bonne partie des gens que j'ai croisés pendant ces 15 ans d'events, la plupart, j'ai quand même un lien avec eux. J'ai quand même un lien fort parce que il y a le côté humain, et ça c'est la plus-value. C'était pas juste des numéros, ah vas-y, viens à la soirée, non. Les gens, quand je les vois, ça me fait réellement plaisir de les voir. C'est sincère. Et ça, je pense que Ça se ressent. Voilà, je pense que ça s'est ressenti parce que si les gens, je suis encore en lien avec eux aujourd'hui, c'est parce que voilà, ils ont ressenti ça. Donc du coup, les gens qui avaient envie de s'amuser aussi, ils sont tous soit devenus cadres dans leur boîte, soit ils ont monté leur boîte, ils ont tous fait d'autres choses. Ces gens-là, ils payent tous des impôts aujourd'hui, plus ou moins. Donc pourquoi pas profiter de ce capital humain et de le transformer en partenaire, voilà, que ce soit Partenaire business. Ouais. business ou autre. Donc du coup, l'idée elle vient de là. Donc je me dis, bon, on va essayer d'organiser un truc autour de ça. On va mélanger, je vais ramener un DJ, je vais prendre une présentatrice, je vais appeler 2-3 contacts pour présenter leur parcours aussi. Et on va faire un speed networking. Parce qu'en même temps, sur Paris, il n'y avait plus la notion d'afterwork, il n'y avait plus cette notion d'échange. Ça a vraiment changé. Je dis, avec le contexte Covid, c'est compliqué, j'essaye de parler au présent, mais comme on n'est plus dedans, comme tout ça c'est fini. On est loin même. Ouais. Donc il y avait cette réalité où les afterwork, il n'y avait plus d'échange, qu'est-ce que tu fais, ceci, cela. Les afterwork, c'est vraiment pour les cadres, ils ont envie de passer à autre chose de toute la semaine, ce qu'ils ont fait. Ils vont aller boire 2-3 verres, après chacun rentre chez eux. Ou sinon, c'est des trucs très ciblés, c'est-à-dire ça va être que des banquiers, que des commerciaux, tout ça. Donc, et moi, par mon expérience de vie, j'ai rencontré des gens d'univers différents. Donc c'est pas parce que tu as grandi là ou que tu as fait tel job ou tu as fait tel job que tu peux pas un jour changer quoi, tout simplement. Si tu as envie de changer, faire autre chose, c'est pas parce que tu as été boulanger toute ta vie, si tu as envie d'être photographe, tu t'y mets en fait. Il y a pas de voilà, je pense et l'idée c'était vraiment de croiser tous les univers. Tous les corps de métier. Exactement, parce que dans mon répertoire, j'ai aussi tous les différents corps de métier. Et je sais que je peux faire un repas et tout le monde peut rigoler à la même table. Donc, pourquoi pas, voilà, organiser un truc comme ça, les gens ils puissent faire un échange, ça va pitcher. C'était vraiment expérimental. Je me suis dit, j'avais imaginé le truc, j'ai dit on va le lancer, on verra comment ça va. Et bon, la première, on le fait au Café Bibliothèque. Là où j'organisais des événements Dans le 13e arrondissement dans à Paris. le 13e, ouais. Juicy Sunday, voilà, qui était un élément phare sur Paris tous les dimanches. Donc comme j'étais en lien avec l'ancienne directrice, on a gardé des bons liens. Je me suis dit, bon voilà, si tu veux faire un afterwork, je peux te faire une proposition. Donc on part là-dessus. Et puis la première, on est entre 200 et 250 personnes. Donc voilà, il y a du monde. Ça le fait. Ça le fait, les gens ils sont là, ça kiffe, le concept ils sont contents parce que quelque part c'est un nouveau concept encore. Ils se sont dit ah ouais on peut échanger tout ça, c'est conceptuel. Donc, et ce qui est intéressant c'est qu'il y a la rigueur aussi quand même. Oui. C'est que il y a le côté pro que tu amènes. il y a le côté où on rigole, mais quand on passait en speed networking, c'était un pitch de 2 minutes, on faisait un gros boom et à chaque fois chacun changeait de... Ça tournait comme ça. Ça tournait, Ouais. tout le monde se rencontrait. Au début on a mis des numéros comme pour un speed dating en fait. Ouais. Et puis numéro un tel et après tu tombais avec une personne et ça échangeait. Les gens devaient placarder leur carte de visite, tout ça. Donc bref, ça prend. Donc ça se passe super bien, ça kiffe, il y a des interactions qui se font.
il y a des affaires qui se montent, il y a du consulting qui se met en place, il y a du conseil. Les gens, les retours que j'ai, c'est « Ah super, j'ai pu me jeter à l'eau, j'ai pu me lancer, moi qui étais timide, bah, j'ai pu parler avec des personnes que je connaissais pas. » Quelque part, ça a désinhibé le truc, parce que les gens avaient l'habitude, quand je les appelais sur les événements, c'était pour s'amuser. D'accord. Mais là, il y avait ce côté « On s'amuse, mais en même temps, on parle sérieux. » Et en même temps, c'est aussi ma personnalité. Ouais, clairement. Je confirme. Je pars du principe qu'il faut... voilà, mon expression que j'aime bien dire, c'est qu'il faut savoir être sérieux sans se prendre au sérieux. Tant qu'on ne me connaît pas profondément, on ne sait pas vraiment ce que je fais ou quoi, ça n'empêche pas que je sois sérieux et que j'ai ce côté entrepreneur aussi derrière. Mais je suis quelqu'un, j'adore m'amuser, parce que sinon tu peux pas, voilà, il faut un équilibre. Il faut un équilibre des deux. Donc du coup, les gens, ça leur a amené autre chose. Le fait de voir un peu de monde, les gens, ça kiffe, ça chill, ça peut parler business, ça peut parler de ce qu'ils ont fait, des réussites et aussi des échecs. Qui fait parce que ça, du faut, voilà, Tout à fait. les vertus de l'échec, c'est important d'en parler. Donc ça échange, c'est cool, les gens ils kiffent. Donc ok, première édition, voilà. On en fait une deuxième. Pareil, il y a encore autant de monde. Et là, je commence à me dire, bon, il y a peut-être quelque chose à faire dans le sens où il faudrait cibler un peu plus. Quand je dis cibler, c'est... faire de la thématique. Thématique, mais aussi peut-être garder peut-être le côté musique, mais parce qu'en fait, du coup, j'ai pas le temps de parler avec tout le monde, avec les gens du moins. Et les gens n'ont peut-être pas aussi le temps de se parler. Donc en fait, je réduis au fur et à mesure. D'accord. J'appelle moins de personnes, je réduis à 50, au fur et à mesure 50, 30, et puis après je réduis à 10. Parce que moi derrière aussi, comme je fais du coaching et du consulting, les gens qui viennent, ils veulent se lancer tout ça. Donc après, ça doit me prendre un certain temps pour accompagner les gens aussi, ouais, de quoi tu as besoin de ça. Et c'est pas là en 5 minutes lors d'une soirée que tu vas échanger. Bien sûr, il faut plus de temps. Ouais. Donc du coup, j'ai plus développé la partie consulting derrière. Et comme toute organisation, comme tu sais bien, il faut du monde, il faut des gens. Et quand il faut allier, voilà, entre la passion, le côté pro, entre le job alimentaire et côté pro et tout l'entrepreneuriat que tu fais autour, il faut un équilibre. Donc, mais ce qui reste intéressant, c'est que les gens en entendent parler, Speakeasy, donc on m'appelle, ouais. Hein. Donc, dans d'autres régions, on me demande, ouais, est-ce qu'on peut venir organiser ça? J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Donc du coup, ça se fait dans le Nord. Ouais. Le fameux Nord. Voilà, le fameux Nord. Voilà, où tu as tes repères déjà. La source. C'est clair, c'est important. Ouais. Je vais à Genève, je pars à Genève, je le fais à Dakar. Ouais. Je pars à Atlanta, pareil. Ouais, je me rappelle de cette période. Ouais. Donc, Speakeasy est en train de voyager en fait. Ouais. Et ça arrive à... ça prend son truc et les gens, ça parle à tout le monde en fait. Parce que même si au départ, tu dis oui, c'est un échange, c'est un business dating, après je change le terme et je dis Speakeasy, c'est business dating, les gens kiffent en fait. Ils disent ah oui, ça nous parle. Parce que c'est vrai qu'on chill, after work, ça veut plus rien dire. C'est vraiment un endroit où on va et puis on fait rien en vérité. C'est juste pour chiller en vrai. Donc il n'y a pas d'échange. Donc les gens, ça prend. Mais en même temps, ça demande du temps. Donc quelque part, il y a besoin de rigueur, tout ça. Après, il faut une équipe. Et voilà, faut cet équilibre-là. Donc du coup, j'ai passé plus de temps à faire de l'accompagnement derrière, mais quelque part, j'ai été repéré où les gens m'appelaient, oui, j'ai tel ou tel besoin, je dois faire telle ou telle chose. Donc on va dire, voilà, et Speakeasy, je pense que je reprendrai des événements. Je suis en train de travailler aussi sur une appli. D'accord. Autour de ça, là, c'est une exclu que je fais là, pour Ball and Rise. Voilà. Donc, hein alors, suivez. On est en train de travailler sur une appli et puis, magnifique. Et puis on voit. L'idée, c'est voilà, c'est comme on dit en anglais, hein, sharing is caring. C'est important de partager, d'être dans l'échange. Complètement. Peu importe les projets qu'on a, Speakeasy, il y a peut-être 1 million de personnes qui l'ont pensé. Mais combien ont été au bout? C'est ça l'idée. Toujours la même histoire. Et même, tu peux parler de tes projets, il y a personne qui va inventer l'eau chaude. Tant que tu n'as pas la recette du coca, c'est pas, voilà, il y a pas de... tu détiens rien en fait. C'est clair. Il n'y a pas personne qui a sorti le vaccin du Covid, il y en a encore des gens qui sont malades. Voilà. Donc, si tu as une idée, il faut en parler. Faut en parler. Il ne faut pas garder les choses pour soi parce que personne ne te prendra ton projet comme toi tu as envie qu'il soit.
Donc à partir de ce moment-là, il faut pouvoir échanger. Parce qu'on est dans un truc, et c'est un peu, et ça c'est franco, je sais pas, c'est afro-européen, parce que c'est très ancré chez les Français et aussi chez les Afros. On est dans ce truc où on ne veut pas parler de ce qu'on fait. Mais ok, mais comment, si tu n'en parles pas, comment on va pouvoir t'aider? Donc c'est important d'en parler. Maintenant, on n'en parle pas à n'importe qui. Je ne vais pas parler de mon projet à la concierge ou au boulot. Mais après, ça dépend aussi comment tu l'amènes. Bien sûr. Parce que peut-être que la personne à qui t'en parle, si évidemment on reste dans un cadre bienveillant, les gens vont dire ah bah peut-être je connais quelqu'un qui peut faire ceci, cela. Et après hop, tu drops, tu fais ton truc, tu fais ta passe aussi. C'est aussi ça. Et là on revient sur la culture basket où tu fais ta passe décisive. C'est clair. Et moi, pourquoi je suis dans la formation aujourd'hui? Parce que mon côté, entre parenthèses, égoïste, il est que j'aime voir les gens réussir en fait. Quand je vois quelqu'un réussir, ben, ça me fait kiffer en fait, tout simplement. Les gens me disent t'es un ouf, mais non en fait, moi quand je vois quelqu'un réussir, moi je kiffe, je jubile. Ça c'est un côté égoïste à l'envers. Non, c'est le reste. On est d'accord. Hein. Quand quelqu'un va faire un truc, ben, je vais tout faire pour que la personne elle réussisse. Ouais. Parce que connaissant un peu. Parce que c'est voilà, c'est important, c'est important pour. Et moi quand je sais que la personne elle a réussi et que même si voilà. Pas forcément fait, même si, apparemment j'ai été au courant ou j'ai peut-être fait partie du processus et je sais que la personne a réussi, eh ben moi ça me fait kiffer, tu vois. Ça me fait kiffer. Je vais pas te dire oui, on n'est pas dans ce truc de renvoie-moi le truc. Non, c'est tu le fais naturellement, tu le fais pas naturellement. Je regarde pas. Quand c'est fait, c'est fait. Et puis après on avance, on fait son truc. Mais c'est important. Et quand on n'a pas l'habitude de parler de ses projets et de pas être dans ce truc ou d'être dans le partage tout simplement parce que il y en a plein, ils ont soit des connaissances, soit du matériel ou quoi qu'est-ce. À quoi ça sert de savoir plein de choses ou d'avoir une certaine expérience, de le laisser dans ton sac à dos? À un moment, on va être tous 6 pieds sous terre, tu vois. Donc on va pas avec que ça soit le matériel ou autre. Donc lâche, faut partager tes connaissances. Voilà, ce que tu sais pas, apprends-le. Ce que tu sais pas, apprends-le. Ce que tu sais, enseigne-le. Tu vois, ça sert à rien de le garder. C'est important de partager, de transmission. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est, je te fais un parallèle et c'est une réalité, le Covid nous l'a montré, aujourd'hui, ce qui prime, c'est l'économie de la connaissance. Ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, c'est tous ceux qui étaient prêts au niveau télétravail distanciel. L'année dernière, de janvier à septembre, j'ai pas bossé parce que j'étais pas prêt. Je suis parti à Cuba, je devais aller à Porto Rico, ceci, cela. Je voulais lancer justement en dur le centre de formation. D'accord. Et je l'ai pas fait par rapport au contexte. Et aujourd'hui, je me dis heureusement. Parce que si j'avais fait des murs, sachant que les gens, tu dois les voir à 20%, tout ça, ça aurait été catastrophique. Là où j'ai été visionnaire et humblement je le dis, ça fait partie de mes trucs, j'ai toujours été un visionnaire, c'est que déjà en 2018 j'avais passé un truc de digital manager en formation digitale, donc j'avais un peu me dire de préparer les trucs. Donc j'avais ça, et là depuis septembre, sincèrement je cartonne, tu vois. Bon bah nickel. Je bosse, j'arrête pas, je suis dans différents centres de formation. D'accord. Au fur et à mesure j'essaie de faire aussi mes propres formations. Et c'est du taf, mais voilà. Mais tout reste lié, il y a toujours du speakeasy, c'est toujours pas loin. Parce que speakeasy c'est même... je sais même pas comment dire, speakeasy c'est un état d'esprit, c'est un mindset. Voilà, c'est un état d'esprit. Et speakeasy, c'est ouais, je sais quelque chose, je l'enseigne, je sais pas, je l'apprends, je partage, le truc, c'est tout un concept en fait. Et l'idée, c'est vraiment d'être easy en fait. Easy, parle avec les gens, soit voilà. Sans pression. Sans pression, capital humain. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? La peur de demander aux gens, tout ça. Le pire qui peut t'arriver, c'est que la personne te dise non. Elle te dit non, comme on dit souvent, mais malheureusement, les gens se bloquent. Tu vois, donc après, les gens, si je peux les accompagner à débloquer ce truc-là, why not? Allez, on y va, tu vois, on trouvera toujours un terrain d'entente. Et l'idée, voilà, aller au bout de vos choses, tu vois, il y a pas de... C'est ça l'idée. Mais effectivement, là, ça m'est venu, Speakeasy, ouais, c'est un concept, c'est comme on dit la teranga au Sénégal, par exemple. Bien sûr. Speakeasy, voilà, c'est Speakeasy, voilà. On comprend tout de suite. Tu vois, on comprend. Speak easy, tu vois. Voilà. Speak easy, just do it, speak easy, c'est la même chose. D'accord.
The Future is Now, par exemple, aussi. Exactement, c'est maintenant. C'est maintenant, The Future is Now, Ball and Rise. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je suis vraiment content que tu m'aies sollicité par rapport à ça. Ça fait grand plaisir. Parce que et justement, là, tu as eu l'état d'esprit Speakeasy. Pendant que tu le disais, je me disais, ça me parle un peu. C'est l'état d'esprit Speakeasy, parce que, voilà, même si on se rend compte pour le chill, pour le truc, exactement. À partir du moment où tu dis, t'es en train de créer quelque chose qui est rigoureux, qui est pro, voilà, tu vois, t'échanges, tu fais à travers ton répertoire, t'appelles, ceci, cela. Et puis voilà, tu me dis, ouais, est-ce que tu... Mais évidemment, je viens, voilà, il n'y a même pas de souci. Je me dis, ok, dès que je me rends disponible, je fais ce qu'il faut, et puis on y va. C'est pour ça que... Et c'est comme ça que les jeux doivent fonctionner. Il n'y a pas de raison, sans vouloir être... Parce que comme maintenant c'est un gros mot, le mot communautaire ou autre, voilà, normalement, juste avec notre répertoire, chacun doit exploser, en fait. Ça devrait le faire. Chacun doit exploser. Ça devrait, ouais. Et... Quand j'étais à Atlanta, pour justement, je parlais de Speakeasy, on dirait que j'avais inventé l'eau chaude. Ils m'ont dit, wow, it's amazing. Les carrés avec le concept. It's amazing. C'est clair. Laisse tomber, accueilli comme jamais, c'est un truc de dingue. Et ce qui est intéressant, les carrés vont toujours plus vite. Donc on parle de Speakeasy, ils m'ont dit ton concept il est fou, tout ça, là. Ils m'ont invité à un de leurs trucs, je suis parti voir, et là c'était hyper concret. Il y avait 10 personnes qui étaient là. Ils disent bon aujourd'hui c'est le projet OK de Julien, OK, Ball and Rise, OK. Tout le monde se bute sur ton projet. Ils bossent, dès que tu as atteint le million, et après on passe au projet de l'autre, au fur et à mesure comme ça. Et après, tu comprends pourquoi ils sont tous facilement millionnaires. Parce que chacun, c'est comme le concept de tontine qu'on peut faire en Afrique ou en Asie. Tout à fait. Même ici d'ailleurs. Ouais. Mais eux, ils sont dans cette dynamique-là. Ils vont tous se buter sur le projet d'une personne. Chacun va trouver son poste. Dès que la personne a eu ses 6-0, hop, on y va. On attaque le projet de l'autre. Mais comme la personne était déjà ancrée dans le... Donc du coup, c'est comme voilà, le premier domino, il est tombé. Exactement. Hop. Ça va beaucoup plus vite. D'accord. Mais nous, on a des années-lumière de ça, on est encore loin. Et c'est ça, et en fait, c'est ça qui est gênant. Mais bon, je pense qu'on reste ambitieux là-dessus et je pense qu'on va y arriver parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, on est dans l'ère du digital, il y a plein de choses qui se font, il y a des talents partout, on est multicasquette sur pas mal de choses. Donc, faut que ça se fasse. Pourquoi ils ont réussi, pourquoi pas nous, sachant que nous, on est beaucoup plus rigoureux. Eux, leur religion, c'est l'argent. Ils aiment l'argent, enfin voilà, eux, j'ai vraiment compris à ce moment-là ce que ça voulait dire work hard, play hard. Eux, ils veulent pas se retrouver dans une situation où ils seront dans le truc de dire non. Eux, ils veulent pas dire non. Ils veulent pas dire non. Ils vont se buter toute la semaine pour bosser ceci, cela. Quand ils doivent s'amuser, ils vont s'amuser. Et ils vont pas faire semblant. Que ça soit les femmes, ils font n'importe quoi. Jamais ils disent non. Ouais, venons, on va rester. Ok, ouais, voilà. Ils disent jamais non. Dès que tu leur demandes de faire un truc, parce qu'ils se disent, j'ai bossé, je bosse, c'est pour ces moments-là en fait. Et ça, nous, on a du mal avec ça aussi encore. On est toujours dans un truc où on avance avec le frein à main. Oui, peut-être que demain, si je... Non, c'est maintenant, the future is now, tu vois. C'est maintenant, tu vois. Les gens, beaucoup parlent te disent, comment on appelle ça, vive l'instant présent. Mais moi, vivre l'instant présent, c'est comme quand on me parle du vivre ensemble. L'instant présent, moi je sais pas vivre dans le passé, je peux pas vivre dans le futur. Donc l'instant présent, c'est maintenant. Donc quand tu me dis vivre l'instant présent, c'est un pléonasme, c'est une redondance. On peut pas. Qui peut faire autrement? Nobody, personne. Tu peux pas vivre dans le passé ni dans le futur. C'est sûr. Tu es obligé de vivre l'instant présent. Voilà, c'est maintenant, c'est là que ça se passe, tu vois. Donc rien qu'avec ça, voilà, parce que tu vis dans le passé, t'es là, t'es aigri, tu vis dans le futur, tu vas être anxieux. Hein. Maintenant, just do it, c'est maintenant. Ball and Rise, c'est maintenant. Karim, tu parlais d'instantanéité justement concernant The Future is Now, qui est le slogan de Ball and Rise. Justement, qu'est-ce que tu penses de l'instantanéité des jeunes sur la démarche du basket, sur leur approche, sur l'approche qu'ils ont, sur leur manière d'aborder le basket aujourd'hui, par rapport à celle qu'on avait nous?
Bah, déjà, est-ce que c'est... je pense pas déjà qu'il aborde, après je pense que c'est culturel, je pense pas qu'il aborde de la même manière, dans le sens où, déjà en termes d'infrastructure, on n'est plus dans les mêmes, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes standards. Est-ce que c'est la même passion? C'est moi, des fois tu passes quand tu vas dans les terrains, tu vois les gars, ça sent le parfum, ça sent, les gens ils sont mignons, les gens ils jouent au basket ils sont mignons. Ouais. C'est swagué. C'est super mignon. Pourquoi pas? Mais ça te donne déjà un aperçu de comment ça a évolué. Déjà si tu avais une paire de baskets pour aller jouer, c'était déjà énorme, tu vois. Je me souviens d'un des voyages. Forcément, après, quand tu commences à toucher tes premiers chèques, tu commences à t'embourgeoiser dans ta manière de faire. Tu veux jouer avec tel basket, pas avec tel basket, c'est cela. On était parti au Sénégal pour faire une tournée. On a joué avec plusieurs équipes là-bas. On arrive, je crois que c'était à Guédiawaye au Sénégal. Là, et le terrain, franchement, c'était un terrain de cross. Et t'avais 2 paniers, entre les deux, t'avais un terrain de cross. Forcément, on s'est dit, on était au mois d'août, on s'est dit, bon, là, la prépa, elle commence dans 15 jours. Tout le monde commence à penser à ses chevilles. Ah non, ma cheville, c'est chaud, ceci, cela. On a vu les gars arriver avec des plastiques contre qui on allait jouer. On a dit, bon, gardez vos trucs de ma cheville, ceci, cela. Il y en a, ils n'avaient pas de basket, l'autre, il jouait avec des plastiques. Et nous, on avait des baskets, on avait des chaussettes, on avait des trucs pour strapper, ceci, cela. Et là, voilà, ça te fait redescendre. Parce que t'as beau, enfin voilà, c'est au-delà des origines, de tout ça. Mais à un moment, quand t'es dans un certain confort, et que, après, c'est aussi humain, t'as pas le recul. Tant que tu vois pas ce que font les autres ou l'environnement à l'extérieur, voilà, tu prends pas de la hauteur et bon, c'est légitime aussi. Mais voilà, des fois, il faut savoir redescendre aussi pour peut-être aller plus loin. Donc je pense que voilà, la génération, savoir où ils veulent aller, ce qui est intéressant aussi pour eux, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir beaucoup plus de modèles. Quand je dis modèle, c'est d'avoir des Français qui aujourd'hui sont dans l'élite, et enfin l'élite voilà, en NBA évidemment. Et ça, on n'en avait pas beaucoup. Nous, on a vu le premier arrivé, on a vu le premier arrivé, voilà, Olivier Saint-Jean, Tariq Abdul-Wahad, voilà. On a vu le premier arrivé, après ça s'est fait, voilà, en pointillé, ça s'est fait en pointillé. Après, heureusement, on a eu Tony Parker qui a fait, voilà, ce que même des Américains n'ont pas fait. Donc ça, c'est intéressant. Voir aussi comment ils respectent, c'est aussi ça, comment ils respectent aussi la culture, de voir comment le basket a évolué. C'est aussi ça, voir ce que vraiment ils veulent en faire, le côté pro, parce que c'est vrai que on voit que les jeunes aujourd'hui, au niveau athlétique, tout ça, ils sont beaucoup plus explosifs. Mais après, est-ce qu'au niveau QI basket, est-ce que c'est là, c'est tout ça? Parce que ça reste un sport où il faut être smart. Il faut être très smart au basket. Si t'as pas de tête, tu peux pas jouer. Si t'as pas de tête, tu peux pas jouer. Et après, moi, ce qui me surprend toujours, c'est que quand il y a un petit match ou voilà, il y a un petit tournoi ou des trucs comme ça, et que avec tous les mots qu'on a au genou, le dos, le cou, tout ça, et qu'on arrive toujours à placer un petit truc, alors que nous, quand on avait joué avec les grands, on savait que c'était les grands. C'est clair. On pouvait pas les bousculer. Enfin, du moins difficilement. Là, aujourd'hui, on arrive toujours un peu à... Enfin, je pense qu'il manque un peu de... Je sais pas si c'est la rage, la niaque, tu vois. Je pense que c'est peut-être ça qui manque, la petite niaque. Après, ils vont vite partir dans des trucs, moi je veux faire ceci, cela. Ok, just do it, mais il n'y a pas de problème. Après, c'est important de s'imaginer à faire les choses. Faut qu'ils se posent les bonnes questions, mais après, quand tu t'es dit, ouais, je veux faire ça, qu'est-ce que tu mets en face pour y aller? Quel moyen tu te donnes? Ouais, quel moyen tu te donnes? C'est toujours la même histoire. Et ça, c'est important. Et je pense que les jeunes, hommes comme femmes, de se poser, de se dire oui, ben ok, je vais faire ça, de se le mettre sur son miroir ou je sais pas où, mais en même temps, voilà, de se mettre un programme. On a la chance du digital aujourd'hui, voilà, ils ont possibilité de suivre énormément de choses. Au niveau du basket, au niveau de l'accompagnement, ça a grave évolué aussi, les personnes qui accompagnent, les éducateurs et tout ça. Donc il faut qu'ils puissent s'en saisir de tout ça. Donc je pense que c'est plus dans la tête qu'au niveau de l'infrastructure, ce que nous on n'avait pas.
pour retrouver, comme je disais tout à l'heure, quand on commence à t'appeler pour dire est-ce que tu veux venir jouer dans mon équipe, on dit mais il se moque de nous. Enfin voilà, moi j'étais bien dans ton truc, pourquoi tu veux m'appeler pour aller... Après ça te parle de chèques, de soucis, c'est des trucs qu'on découvre. C'est pas, voilà, nous c'est un jeu à la base, on est là pour s'amuser. Là effectivement ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui ils veulent être... Ils se disent bah, je vais être pro, ok, pas de problème, mais qu'est-ce que tu mets en face pour y arriver? Est-ce que tu vas passer du temps à Netflix, à manger des pop-corn ou ceci, cela, ou tu vas aller courir? Qu'est-ce que tu mets à côté? Donc, ok, faites-le, mais voilà, mettez quelque chose en face. C'est pas juste pour parler ou se mettre sur les réseaux sociaux et dire j'ai fait ça, sans faire un discours de vieux con non plus, mais voilà. Quand on a envie de faire un truc, peu importe, après ça, c'est valable autant pour les anciens que pour ceux qui débutent. Dans la vie d'une manière générale. D'une manière générale. Quand faut être à la hauteur de ses ambitions. Sinon, on a le droit de dire non, j'ai pas envie ou tout. Il n'y a pas de problème, mais il faut pas se mentir à soi-même en fait. C'est voilà, de pouvoir se regarder dans une glace et dire oui, ok, j'ai fait ça, j'ai envie de le faire, je le fais et j'y vais. Sinon, c'est pas la peine. Et je pense que c'est ça le cadre important. Bon bah écoute, on arrive au terme de l'interview. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire surtout à dire aux jeunes qui vont regarder l'interview? L'interview, déjà, je dirais Ball and Rise, Work and Rise et Speak Easy, évidemment en place. C'est clair, c'est clair. Le slogan de Speak Easy, du moins si on peut appeler ça slogan, c'est Blossom like never before. C'est-à-dire que peu importe, voilà, faut toujours être épanoui et le fait de rencontrer les gens autour de soi, voilà, ça, tu dois être épanoui. On est dans un truc c'est la mode de dire no new friend. Non, tu dois avoir des new friends. Les no new friends, ok, les gens avec qui tu as grandi, il n'y a pas de problème, mais tu dois développer ton capital à tout niveau. Donc, blossom like never before. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Karim, pour ta disponibilité. Vraiment. Merci à toi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part le meilleur? La santé. Ça marche. Merci beaucoup, BNR Community, pour cette première dans ce cadre nouveau de Work and Rise. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle interview et restez connectés. Merci à tous. Ball and Rise, the future is now.